Chaque minute compte, d'où l'importance, en cas de suspicion, d'aller dans les unités neurovasculaires, dans les urgences, pour déceler ces AVC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler des interfaces cerveau-machine. Pendant longtemps, ces technologies ont été utilisées pour compenser un handicap. Mais aujourd'hui, la recherche fait un bond en avant. Ces technologies pourraient être utilisées pour rééduquer, faire de la rééducation pour des patients notamment atteints d'AVC ou de paralysie. Et pour mieux comprendre ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Guillaume Charvet, bonjour. Donc toi, tu es responsable du programme interface cerveau-machine du CEA. Et de l'autre côté, nous avons Philippe Siusiu, tu es directeur de recherche, responsable de l'équipe Mind à Neurospin au CEA. Bonjour. Merci d'être ici. Alors pour commencer cette table ronde, on va parler un petit peu de ce que c'est que l'interface, les interfaces cerveau-machine. De quoi on parle quand on parle de ça, Guillaume? Alors en fait, une interface cerveau-machine est composée de trois grandes parties. La première, c'est une partie capable de mesurer, comment on peut mesurer l'activité électrique cérébrale. Donc l'objectif est d'arriver à mesurer une activité cérébrale correspondant par exemple à une intention de mouvement. Et cette activité cérébrale, ensuite, elle doit être décodée. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est comment arriver à décoder cette activité cérébrale pour ensuite permettre à des patients en situation de handicap moteur, en particulier des patients atteints de lésions de la moelle épinière, de contrôler, grâce à leur activité cérébrale, différents systèmes de suppléance, donc des effecteurs comme des exosquelettes, des stimulateurs placés au niveau de la moelle épinière, des fauteuils roulants, des bras robotisés, et pour leur permettre en fait d'améliorer leur mobilité. Alors pour continuer, on va regarder une petite vidéo ensemble. Philippe, Guillaume, ce qu'on voit à l'écran, c'est Thibaut qui en 2019 a été le premier patient tétraplégique au monde à avoir pu contrôler un exosquelette grâce à son activité cérébrale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette première mondiale et ce qu'on voit à l'écran? Alors effectivement, c'était en 2019 et on a publié à Clinatech ces résultats, ce premier résultat d'utilisation et de démonstration d'une technologie qui a été développée au CEA, une technologie d'interface cerveau-machine. Alors le principe ici, vous voyez sur la vidéo, ce patient en fait, il imagine par exemple lever, marcher. On est capable de capter cette activité électrique cérébrale correspondant à cette activité mentale de marche pour permettre d'arriver à contrôler cet exosquelette. Contrôler la marche, comme vous pouvez voir sur la vidéo, mais également le mouvement de ses bras. Par exemple, il est capable d'en contrôler dans les 3 dimensions, mouvement en 3 dimensions, du mouvement de son bras droit ou de son bras gauche. C'est ce qui a pu être publié dans la revue The Lancet Neurology. C'était en 2019 grâce au développement de cette technologie. Je fais une petite question pas de côté. Est-ce que là, le patient, Thibaut, il peut se dire action, marcher et il fait une action, ou est-ce qu'il peut faire marcher, bouger le bras, il peut faire commander plusieurs actions à la fois? Alors c'est une très bonne question puisque en fait effectivement tout l'enjeu est de permettre aux patients de contrôler un grand nombre de degrés de liberté et donc permettre de contrôler soit la marche mais également en parallèle contrôler le mouvement des bras. Et quand on parle de mouvement des bras, c'est contrôler par exemple le mouvement du bras droit et du bras gauche et tout ça dans un même modèle de décodage. On en parlera un peu plus tard parce que c'est un modèle de décodage puisqu'on utilise des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est exactement ce qui a pu être les résultats scientifiques qui ont pu être publiés en 2019 et qui ont montré cette capacité de cette interface cerveau-machine à contrôler un grand nombre de degrés de liberté. Philippe, est-ce que tu veux réagir? Oui, alors moi j'ai trouvé ça formidable en fait, ces découvertes, non seulement pour les aspects scientifiques dont Guillaume avait parlé, mais aussi en termes d'impact sociétal. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'effectivement, contrôler entre guillemets par la pensée en temps réel la marche, c'est quelque chose de très difficile. Au-delà, par exemple, juste d'un contrôle moteur du membre supérieur, ça nécessite aussi d'intégrer l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une gageure et c'était une première mondiale qui a vraiment impacté la communauté, au-delà même de la communauté des neurotechnologies, tous ceux qui s'intéressent sous une forme ou sous une autre à l'étude du cerveau et en particulier en situation de pathologie cérébrale. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel et que ce soit fait au CEA, très intéressant.
On va faire un petit bond dans le temps, on va passer en 2023 et on va regarder la vidéo d'un patient qui s'appelle Garciane. Donc ce qu'on voit à l'image, c'est Garciane en 2023. C'est un dispositif qui est issu d'une collaboration avec une équipe suisse et qui s'intéresse cette fois-ci au cerveau, mais aussi à la moelle épinière, Guillaume. Alors effectivement, ces résultats ont été publiés dans la célèbre revue Nature, c'était en 2023, et qui ont permis en fait de montrer qu'on était capable de développer une interface cerveau-moelle épinière. Cette fois-ci, en fait, l'objectif était de combiner la technologie développée par le CEA d'interface cerveau-machine avec une technologie de stimulation de la moelle épinière qui est développée justement par ces équipes suisses, ces équipes de l'EPFL et du CHU de Lausanne, permettant ainsi à ce patient-là de contrôler de manière naturelle le mouvement de ses pas directement à partir de son activité cérébrale et permettre ainsi à ce patient paraplégique incomplet de remarcher grâce à cette technologie d'interface cerveau-moelle épinière. Philippe, est-ce que tu veux réagir à ce qu'on vient de voir? Oui, je trouve que c'est dans la continuité, ça monte en complexité en termes de réalisation, de réhabilitation fonctionnelle. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi la capacité du patient à maintenir l'équilibre. Alors bien sûr, il est aidé d'un déambulateur, mais on voit malgré tout qu'il est en autonomie. Et donc c'est porteur d'espoir pour les années à venir, peut-être 2027, si on fait l'extrapolation 2019, 2023, 2027. Donc on va voir ça dans la suite. 2027, c'est demain, finalement. On va s'intéresser un petit peu plus donc au fonctionnement et au type d'interface qu'on peut retrouver. Guillaume, quelles sont les différentes manières de capter un signal? Et je crois que tu nous as ramené un micro pour nous parler de ça. Alors oui, effectivement. Pourquoi? Alors le micro, c'est pour vous expliquer les différentes méthodes de mesure de l'activité électrique cérébrale. Alors tout d'abord, si on prend un micro et on l'approche d'une personne, comme là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais capter de manière précise la voix de la personne. Ça, on peut l'apparenter à une mesure qu'on appelle les mesures intracérébrales ou même intracorticales qui permettent de mesurer une activité précise unitaire de chaque neurone. Donc en fait, on vient mesurer tout simplement un potentiel d'action. Alors pour réaliser ce type de mesure, il faut un très grand nombre d'électrodes pour arriver à capter l'information venant d'un grand nombre de neurones. Ensuite, après, si je prends ce micro-là et je l'éloigne un peu, je vais plutôt capter les voix d'un groupe de personnes. L'idée, c'est de représenter ça c'est comme si c'était une mesure, on appelle ça, d'un électrocorticogramme, c'est-à-dire on vient mesurer plutôt l'activité cérébrale correspondant à une population de neurones. Donc on s'est déjà un petit peu éloigné. Donc un électrocorticogramme, ça permet en fait tout simplement de mesurer l'activité à la surface du cortex. Et ça, c'est par exemple l'approche qui a été choisie par le CEA pour développer la technologie WIMAGINE qui est ici et que je vais vous présenter un petit peu après. Et ensuite après, si je m'éloigne encore un peu, et surtout si je sors du bâtiment, à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être mesurer plutôt un bruit global, qui est d'ailleurs filtré par les murs du bâtiment. Et ça, c'est globalement ce qu'on est capable de mesurer grâce à un électroencéphalogramme, c'est-à-dire des électrodes qui sont posées à la surface du scalp. Et donc, c'est en particulier, on va mesurer l'activité globale du cerveau qui est globalement filtrée par, en particulier, la barrière osseuse, donc par l'os du crâne. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai ramené ce micro-là, c'est pour expliquer en fait ces différentes méthodes et surtout vous expliquer comment et quel était le choix du CEA pour arriver à capter des signaux de manière suffisamment précise pour réaliser les démonstrations qu'on vous a présentées. Contrôler un exosquelette permet de réaliser une interface cerveau-moelle épinière, mais tout en préservant l'invasivité et en limitant l'invasivité, puisque l'objectif des implants du CEA, c'est de ne pas pénétrer directement dans le cortex, mais plutôt pouvoir mesurer le signal à la surface de celui-ci, et plus précisément en posant des implants sur la dure mère. Je crois que Guillaume, ce que tu devrais nous dire, c'est qu'au-delà de la précision spatiale que permet ce dispositif d'électrocorticographie que vous avez développé, c'est aussi sa capacité à être vraiment temps réel, c'est-à-dire que la latence entre la mesure du signal et ensuite le retour, le feedback que vous pouvez donner grâce à votre interface cerveau-machine est beaucoup plus court que ce qui est possible aussi de faire par des systèmes de type EEG, par exemple. Bien sûr. Alors en fait, l'objectif, c'est d'arriver effectivement à mesurer, alors déjà de manière spatiale. Alors on peut le voir ici. On va prendre un exemple précis. On peut le voir ici. Regardons les implants qui ont été
développé. Ici, on voit un certain nombre d'électrodes. Il y a 64 électrodes qu'on peut voir ici. Voilà. Et c'est grâce à ces électrodes-là qu'on peut capter cette activité à la surface du cortex. Donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser simplement une crâniotomie de 5 cm, de retirer l'os et de remplacer tout simplement cet os par cet implant, comme un os électronique, tout simplement, et les électrodes sont placées directement à la surface du cortex, plus précisément sur la dure mère. Et donc l'objectif, c'est de venir capter ce signal-là, de le transférer de manière sans fil en temps réel, avec une latence la plus faible possible, pour ensuite qu'il soit décodé et traité par un ordinateur qui va, et aussi, l'objectif, c'est que cet ordinateur puisse le décoder ces signaux le plus rapidement possible. Et pourquoi? C'est pour permettre aux patients de pouvoir avoir l'illusion de contrôler directement donc son effecteur avec un délai, donc une latence qui soit la plus courte possible, pour pas donner l'illusion d'un décalage entre l'intention et le mouvement. Et ça, c'est vrai que c'est très très important, et c'est l'un des objectifs de cette technologie-là, puisqu'on vient mesurer les signaux au plus proche des neurones, donc on réduit cette latence. Alors, pour développer ces interfaces, il faut quand même comprendre ce qui se passe assez finement dans le cerveau. Ça, Philippe, c'est plutôt ton expertise. On va parler un petit peu d'IRM. Avant, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que la technologie IRM, de quand ça date, etc. Oui, alors l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, quelle est l'idée en fait? En première approximation, donc l'IRM, on va faire en fait des cartes de densité d'eau. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va s'intéresser à ce qu'on appelle à la magnétisation. Et dans chaque molécule d'eau, on a finalement deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et chaque atome d'hydrogène porte en lui en fait un petit aimant que j'ai représenté ici pour amener ce petit objet qui tourne. Et en fait, dans la salle ambiante dans laquelle on est, tous nos atomes d'hydrogène ont des aimants positionnés dans des directions aléatoires. Ce qui se passe quand on rentre dans une machine IRM, c'est qu'en fait, il y a un champ magnétique très intense qui va aligner tous ces petits aimants dans la même direction et qui va permettre de produire une grosse augmentation qu'on va ensuite manipuler pour faire résonner ces spins et produire des images de contraste entre les différents tissus. Composé d'eau quand même, Voilà, grandement. parce qu'effectivement, pourquoi cette eau? Parce que dans le corps humain, on a 64% d'eau environ, et donc c'est très abondant, donc c'est très facilement détectable. On peut faire de l'IRM d'autres noyaux que l'hydrogène, que le proton de l'hydrogène, mais nous, ce qui nous intéresse en priorité, c'est l'IRM de l'eau d'une certaine façon. Et donc cette technologie, en fait, qui a progressé au fil des décennies, elle a commencé à être utilisée en clinique deuxième partie des années 70, et elle a vraiment explosé à partir des années 80-90, avec notamment une progression sur l'intensité des champs magnétiques. Et aujourd'hui, couramment à l'hôpital, on trouve des IRM à 3 Tesla qui permettent vraiment de produire des images de grande qualité, notamment pour l'imagerie cérébrale. Et effectivement, nous, ce qu'on va faire dans le projet qui va nous animer, c'est d'aller encore plus loin dans les hauts champs magnétiques, parce que ça va nous apporter en fait une meilleure qualité de signal, donc des images beaucoup plus claires, beaucoup plus résolues, et donc une capacité de diagnostic plus étendue. Et en parlant d'aller encore plus loin, est-ce qu'on peut parler de l'IRM ISULT? Ah oui, alors l'IRM ISULT, donc là j'ai apporté une version un peu bibelot, modèle Redvi, que vous voyez avec voilà, donc dans le cerveau. Donc c'est un magnifique projet qui a occupé le CEA quasiment pendant 20 ans, puisque les plans initiaux datent de 2001, les intentions de Denis Le Bihan, qui est à la genèse de ce projet. Et donc c'est une IRM qui opère à 11,7 Tesla, qui pèse 132 tonnes, qui mesure 5 mètres de long sur un diamètre de 5 mètres également. Donc c'est la plus puissante au monde, qui réside à Neurospin, qui a été inaugurée en 2024 et qui réside en fait vraiment d'une collaboration étroite entre différents instituts du CEA, notamment l'IRFU et Joliot. Et grâce à cette IRM, on peut aujourd'hui voir dans le cerveau des structures finalement qu'on n'avait jamais vues. Vraiment, ça permet de révéler des choses qui étaient floues jusqu'à maintenant, notamment si on s'intéresse par exemple à l'arborisation du cervelet. On peut voir vraiment le découpage magnifique et donc imaginer ensuite
aller identifier des anomalies dans certaines pathologies. Et depuis quand c'est mis en place, Isult? Alors, Isult a été inauguré en 2024. On avait fait une première étude dite PRUMS, on va dire, pour valoriser, valider qu'il n'y avait pas de problème déjà d'un point de vue sécurité. Donc cette première étude s'est très bien déroulée sur une vingtaine de patients. C'était aussi pour vérifier que voilà, il n'y avait pas de contre-indication d'une certaine façon à mettre un humain dans une IRM à 11,7 Tesla. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a passé toutes les validations par les autorités de santé, la NSM, obtenu les CPP pour les protocoles en cours, eh ben, on a plusieurs études qui ont démarré chez le sujet sain. Et dont on espère avoir les résultats prochainement. Et quand tu as vu les premières imageries d'Isult, comment tu as réagi? C'était subjugant, j'ai envie de dire. C'était magnifique, c'était porteur d'espoir aussi et très motivant pour aller vers des territoires inconnus jusqu'à maintenant. Il faut pas non plus se leurrer, ça nécessite beaucoup de développement méthodologique. Donc j'ai mes collègues physiciens de l'IRM qui travaillent aussi de façon acharnée pour résoudre encore des problèmes techniques, on va dire. Mais voilà, il y a une vraie synergie et collaboration entre toutes les équipes à Neurospeed et même au-delà pour faire de ce projet une réussite et je dirais tirer la communauté aussi. On va s'intéresser un petit peu aux causes et aux pathologies qui peuvent créer des lésions ou des handicaps au cerveau. Une des grandes causes de lésions ou de pathologies, ça peut être les AVC. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est qu'un AVC? Oui, donc l'accident vasculaire cérébral peut se manifester de deux façons différentes. Ça peut être un AVC ischémique, dans lequel finalement un caillot se forme dans une des artères du cerveau, ou un AVC hémorragique, où là c'est vraiment un vaisseau qui claque en quelque sorte. Et donc ce qui va se passer dans le cadre des AVC ischémiques, c'est que évidemment le caillot se formant, le thrombus se formant, le sang ne circule plus, donc n'apporte plus l'oxygène nécessaire au bon fonctionnement des neurones. Et donc, au voisinage de ce thrombus, tous les neurones vont mourir en quelque sorte. Ça s'appelle la mort neuronale et ça va très vite puisqu'on va perdre de l'ordre de 2 millions de neurones par minute. Donc c'est pour ça que nos collègues neurologues parlent de la pathologie de time is brain pour l'AVC parce que vraiment le temps compte, chaque minute compte. D'où l'importance en cas de suspicion, d'aller dans les unités neurovasculaires, dans les urgences, pour déceler ces AVC. Et c'est une pathologie prévalente. On a environ 140 000, 150 000 cas par an en France. Et donc, c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Donc, c'est vraiment un sujet sociétal. Donc, on a parlé d'imagerie. Qu'est-ce qu'on voit en image quand il y a un AVC ? Alors en phase aiguë, donc au moment de la survenue de l'AVC, on emmène le patient dans l'IRM et on fait des séquences d'imagerie rapides. Donc une première séquence dite d'imagerie en diffusion qui va permettre de voir une zone blanche qui correspond vraiment à la zone infarcie. Et à la suite de ça, donc ça va permettre vraiment de diagnostiquer si oui ou non il s'agit bien d'un AVC, quoi. Donc on va voir cet hypersignal et puis autour duquel ensuite une zone de pénombre va se former. Cet hypersignal il est dû à l'arrêt de la mobilité des molécules d'eau dans cette région, donc la mort neuronale. Il n'y a plus de diffusion de ces molécules d'eau. Et puis ensuite, évidemment, l'élément important, ça va être de chercher à dater l'AVC. Et en particulier, on va utiliser une autre séquence d'imagerie, qu'on appelle l'imagerie FLAIR, mais peu importe, pour savoir si l'AVC date de moins de 4h30 ou plus de 4h30. Et en fonction de ce qu'on verra dans cette image-là, s'il y a un hypersignal ou pas, on pourra ensuite orienter le geste thérapeutique pour avoir la meilleure intervention possible en fonction de la datation, en quelque sorte. Et quelles conséquences, du coup, ça peut avoir sur le cerveau et quelle phase de récupération on peut attendre? Donc l'AVC, il va induire un œdème. En gros, il va faire gonfler le cerveau. Et évidemment, donc il va falloir chercher à réduire cet œdème, ce gonflement, dans les jours qui vont suivre. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi vraiment très précis, chronologiquement parlant, de ces patients-là en phase aiguë. Et évidemment, dans les zones où les neurones sont morts, on ne pourra pas récupérer directement la fonction.
En revanche, dans les régions périphériques, petit à petit, les neurones vont pouvoir a priori sortir de leur état de sidération pour recouvrer leur fonction au moins partiellement. Et va s'ensuivre ensuite toute une période, on va dire, de récupération, de restauration fonctionnelle qui va passer par exemple, de la kinésithérapie pour restaurer les fonctions motrices, ou de l'orthophonie si on a des troubles du langage. On peut aussi avoir des troubles de la vision. Et on va chercher le plus possible à restaurer ces fonctions. Et quand c'est pas possible, on va chercher à induire de nouvelles connexions synaptiques, par exemple dans le cerveau, pour aller induire de la plasticité cérébrale, et on y reviendra avec Guillaume, c'est-à-dire déporter la fonction. Par exemple, le langage qui, chez les droitiers, est habituellement localisé dans l'hémisphère gauche, pourra éventuellement migrer dans l'hémisphère droit, grâce à des exercices dédiés d'orthophonie. Sur le plan moteur, on peut aussi avoir, par exemple, les mouvements des deux mains qui migrent dans un seul hémisphère. On a déjà vu ce genre de choses, et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type d'intervention thérapeutique. Alors maintenant qu'on a compris tout ça, on va s'intéresser au projet qui fait le pont un peu entre les deux expertises. On va parler du projet BrainSync. Est-ce que tu peux nous en parler, Philippe? Oui, alors BrainSync, c'est un magnifique projet que je dirige et sur lequel on collabore avec Guillaume, qui rassemble environ une trentaine de chercheurs. C'est un projet sur 5 ans qui a démarré fin 2024, un budget d'environ 5 millions d'euros. Et en particulier dans ce projet, on a vraiment un intérêt dans notre collaboration pour coupler nos compétences, nos savoir-faire, adopter une approche vraiment interdisciplinaire entre, d'un côté, je dirais, tout ce qui est études de neuroimagerie, donc observationnelle, on regarde le cerveau, on étudie comment il fonctionne, et l'aspect de Guillaume interventionnel qui est lié aux neurotechnologies. Donc on a toi avec l'imagerie, l'observationnel, on a Guillaume avec l'interventionnel et plutôt les neurotechnologies. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne comme essai clinique? Alors, on a 2 essais cliniques. Donc, je vais parler du premier, puis Guillaume, tu vas enchaîner sur le deuxième. Donc, le premier essai clinique, c'est Motif Stroke, donc, qui est piloté à Neurospin par ma collègue, le professeur Myriam Edjali-Goujon, qui est neuroradiologue à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et dans cet essai clinique, on va chercher, grâce à une collaboration étroite avec la Fédération hospitalo-universitaire de la PHP, à la Riboisière, à recruter 100 patients en phase chronique, donc typiquement 6 mois après l'accident vasculaire cérébral, une fois qu'ils sont stabilisés. On va les recruter pour leur faire passer des études de neuroimagerie à très haut champ magnétique, donc là, ça sera cette thèse-là. Pour poursuivre un double objectif, on va chercher, en fait, chez ces patients qui ont des troubles moteurs, à décoder l'intention de mouvement, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas capables de bouger un membre, décoder leur intention de bouger ce membre grâce à de l'imagerie fonctionnelle très pointue et des paradigmes expérimentaux, donc des expériences qu'on leur fait faire dans l'IRM, qu'on a co-designé, co-conçu avec les collègues de Clinatech. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, on cherchera aussi à construire un atlas structurel, anatomique, des lésions, des déconnexions, par exemple des faisceaux de la matière blanche, qui permettra de mieux comprendre le lien entre les lésions et le handicap. Parce qu'on va aussi caractériser finement ce handicap moteur par ce qu'on appelle une consultation digitale, qui va nous permettre de quantifier, je dirais même de codifier sur des échelles le niveau de handicap. Et donc le deuxième essai clinique du projet BrainSync, c'est cette fois-ci, c'est plutôt côté, on appelle ça interventionnel, c'est-à-dire c'est un essai clinique qui va permettre de développer en fait une thérapie innovante de neurorééducation. Alors c'était un essai clinique, cet essai clinique qui s'appelle BCI for Stroke est piloté par le professeur Olivier de Tente du CHU de Grenoble, bien entendu en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, le professeur Pascal Giraud et avec la PHP, pour pouvoir réaliser une preuve de concept, c'est un essai clinique de preuve de concept sur assez peu de patients, il y aura 4 patients, pour permettre de développer des protocoles innovants de neurorééducation basés sur la technologie WIMAGINE, donc les implants que je vous ai présentés tout à l'heure, permettant de capter l'activité électrique cérébrale et pour en extraire des fameuses intentions de mouvement dont on vient de discuter. Et donc l'idée en fait du protocole, c'est de pouvoir permettre à des patients atteints d'un AVC, après
à peu près 6 mois après l'AVC, qui ont un handicap résiduel, en particulier au niveau du membre supérieur, en particulier de la préhension, de leur permettre de rentrer dans un protocole de rééducation, de neurorééducation, en utilisant la technologie WeImagine, d'interface machine, leur permettant ainsi de contrôler et de piloter directement par leur activité cérébrale les effecteurs, en particulier des systèmes de gants robotisés, des systèmes de stimulation des muscles de la main, donc par une stimulation neuromusculaire, leur permettant par exemple d'attraper des objets, ou même des parties de thérapie vidéo. Et tout ça pour arriver à réentraîner, essayer de voir si on est capable de réentraîner le cerveau et de favoriser un processus de neuroplasticité qui en fait est à l'origine en fait d'un potentiel récupération fonctionnelle chez ces patients-là. Et alors le postulat est basé sur le fait que quand on vient synchroniser justement cette activité électrique cérébrale grâce, on va dire, à la technologie WeImagine avec ce mouvement-là, ben, l'objectif est de voir si ça permet de favoriser ce fameux processus de neuroplasticité, permettant ainsi potentiellement de rééduquer ou d'améliorer, on va dire, l'aspect fonctionnel donc chez ces patients, donc au niveau moteur. Aujourd'hui, ça reste à démontrer et on est dans les phases de demande d'autorisation auprès des autorités réglementaires pour pouvoir démarrer cet essai clinique. Donc moi, ce que j'ai pas précisé, c'est que donc nous, on a déjà obtenu toutes les autorisations réglementaires et on est en train de valider le protocole sur des sujets sains et on va démarrer dans les prochaines semaines les patients. Mais ce qui me semble aussi important et fondamental de mentionner, c'est vraiment là où comment on collabore là-dessus. C'est-à-dire que tous les patients en fait de l'essai clinique qui sont screenés dans l'essai clinique de Guillaume, donc BCI for Stroke, vont en fait d'abord venir chez nous pour la phase observationnelle. Et là, notre rôle vis-à-vis de ce second essai clinique, il va être double. D'une part, potentiellement de leur suggérer les meilleurs patients candidats pour leur essai, puisque nous, on va aussi faire du décodage de l'intention de mouvement à partir d'IRM fonctionnels sur leurs patients, en quelque sorte, avant l'implantation. Et donc, en quelque sorte, de les aider à choisir les meilleurs patients candidats. Donc ça, c'est vraiment là où il y a de la synergie entre nos deux études. Et puis par ailleurs, grâce à cette imagerie haute résolution qu'on réalise avec l'IRM7 Tesla, d'être capable de localiser finalement quel pourrait être le site optimal pour l'implantation des neuroprothèses, puisque on va par exemple identifier si le signal est plutôt le signal d'intention de mouvement vient plutôt de l'aire motrice supplémentaire, du cortex prémoteur ou d'autres régions. Et ça va les aider potentiellement à vraiment choisir où est-ce qu'ils vont opérer la craniotomie que Guillaume nous montrait tout à l'heure sur le crâne. Bon, plus précisément, en fait, et c'est exactement ça, c'est arriver à identifier ce fameux site d'implantation, c'est ce qu'on peut voir ici, à quel endroit on va placer les implants. Et il faut le placer à l'endroit où on a le potentiel de récupération le plus important. Et c'est vraiment grâce à toutes les informations qui vont être acquises dans l'essai clinique Motive Stroke qu'on va pouvoir en fait identifier ça. Parce que là on voit ça, mais en fait c'est hyper variable. Voilà, c'est variable. Et en fait ça dépend de la zone où va y avoir donc l'AVC. Et l'objectif c'est d'arriver à placer l'implant, pas forcément sur la zone exacte de l'AVC, mais plutôt en zone périlésionnelle. Donc c'est à l'endroit où potentiellement il peut y avoir une potentielle récupération. Et ça c'est très très important pour que donc les informations obtenues dans Motive Stroke vont être essentielles parce que derrière c'est là où on aura peut-être le plus de chances de récupération chez les patients en utilisant cette technologie. Et c'est ce qui fait aussi la différence par rapport aux études précédentes de Guillaume et de Clinatech et le challenge du projet qui nous occupe. C'est que dans les études précédentes, finalement, il y avait des lésions de la moelle épinière, mais le cortex était intact. Là, ici, on va être sur des patients où le cortex est lésé. Et donc, on peut pas y aller à l'aveugle en quelque sorte. Il faut vraiment optimiser cette captation du signal, donc donc positionner les neuroprothèses vraiment sur le meilleur site périlésionnel. Et ce qu'on peut même presque préciser, c'est qu'ici, vous voyez, il y a 2 implants. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Pourquoi il y a 2 implants? C'est parce qu'en fait, on veut adresser et pouvoir capter et décoder l'activité cérébrale correspondant aux parties cortex moteur droit et cortex moteur gauche. Dans les premiers essais cliniques, on va permettre de contrôler, par exemple, un exosquelette. L'objectif, c'est d'arriver à capter l'activité correspondante, par exemple, au cortex moteur droit, qui permet de contrôler le bras gauche et inversement.
quand on a un AVC, effectivement, c'est un AVC sur un hémisphère, mais comme tu l'as dit, Philippe, tout à l'heure, il y a également une activité cérébrale correspondant à l'aspect contralésionnel, c'est-à-dire l'hémisphère qui n'est pas atteint. Et donc l'objectif, c'est d'arriver justement à capter également cette activité électrique cérébrale et de permettre, en fait, tout simplement, d'essayer d'aider le patient à réorienter son activité électrique cérébrale entre son hémisphère droit et gauche en fonction de la zone de l'AVC. Et je suis un peu curieuse, comment vous sélectionnez votre panel de patients? Parce que j'imagine qu'en plus, il y a beaucoup de variabilité entre les lésions, les façons dont vous voulez étudier à chaque fois tout ça. Comment ça se Alors, passe? en ce qui concerne l'étude observationnelle motif stroke, déjà, il y a tout ce qui concerne les critères de non-inclusion pour rentrer dans une IRM AC de Tesla. Donc déjà, c'est quand même assez significatif. Après, on s'est donné comme tranche d'âge, par exemple, de 18 à 65 ans, si possible avec quand même peu de troubles cognitifs, puisque en fait, on leur demande de réaliser des actions dans l'IRM. Donc il faut qu'ils comprennent ce qu'on leur demande de faire, il faut qu'ils soient coopérants, donc il faut qu'ils puissent réaliser en fait les tâches. Donc on n'est pas en train de parler de patients qui, en gros, ne peuvent plus du tout bouger, ou etc. Donc, il y a vraiment une forme de tri, en quelque sorte, qui s'opère. Et cette sélection des patients candidats pour rentrer dans l'étude, elle se fait grâce à la structure qu'on a mise en place multicentrique. Hein, on a un recours donc, avec la Fédération hospitalo-universitaire Neurovasc. On pilote 4 centres d'investigation clinique, hein, l'hôpital de Lariboisière, La Pitié, Bichat et Garches. Et avec ces 4 sites-là, en fait, on espère avoir le débit de patients suffisant pour atteindre les 100 patients recrutés dans un horizon de à peine 2 ans. Et on a parlé beaucoup d'AVC, mais pareil, ça ouvre sur quoi comme pathologie, cette étude? Bah, ça pourrait ouvrir sur d'autres pathologies vasculaires. Mhm. Et là, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur des aspects moteurs, mais on pourrait imaginer des perspectives sur d'autres fonctions à restaurer, en fait. Là, on est plus dans une preuve de concept, clairement, mais on pourrait imaginer ensuite des extensions qui iraient Oui. sur la restauration De la parole. de la Ouais. parole, par exemple, Mhm. des choses comme ça. Ouais. Bon, par exemple, dans toutes les problématiques d'aphasie, les interfaces cerveau-machine peuvent également être une clé pour permettre à certains patients de pouvoir communiquer à nouveau. Alors c'est notre essai clinique qu'on va également réaliser à Clinatech, basé sur cette technologie WIMAGINE. Et l'objectif de cet essai clinique, on espère pouvoir démarrer dans cette année ou si on obtient les autorisations, c'est de pouvoir arriver à utiliser ces implants-là pour capter les signaux correspondant à une intention de parler et donc de pouvoir décoder la parole directement à partir de ces implants WIMAGINE. Cet essai clinique est prévu pour être adressé à des patients, on appelle ça lock-in syndrome, des patients atteints du syndrome d'enfermement, Ouais. des patients qui peuvent communiquer par exemple grâce à des mouvements de paupières, et ça leur permet de trouver un nouveau moyen de communication, ou par exemple avec cette technologie WIMAGINE, on est capable de, par exemple, l'objectif c'est de montrer qu'on est capable de contrôler par exemple un curseur sur un écran d'ordinateur pour que les patients puissent avoir accès à tout l'environnement, on va dire, informatique leur permettant de communiquer, puisqu'ils ne peuvent pas du tout bouger, et ce serait pour un espoir pour ces patients-là. Cela dit, ça reste encore à démontrer. Alors, tu nous as montré les implants, mais je suis curieuse de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces implants. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, à l'intérieur de ces implants, oui, effectivement, j'ai ramené une petite carte électronique. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici. Ici, je vous montre la partie implant qui est avec les électrodes, un boîtier qui est fermé, qui est hermétique. Et à l'intérieur, en fait, on a une électronique. Alors, cette électronique, elle permet de faire quoi? Elle permet d'enregistrer l'activité cérébrale. On vient mesurer cette activité cérébrale au niveau cortical. Tout à l'heure, j'expliquais bien la mesure corticale. Et on va mesurer des signaux de très faible amplitude. Grâce à ça, on peut mesurer des signaux de l'ordre de la dizaine de microvolts. Et donc pour ça, il faut de l'électronique, une électronique très précise et miniaturisée. C'est ce qu'on sait faire au CEA, puisqu'au CEA, en particulier au CEA-Leti, et on a des équipes de concepteurs qui sont capables de développer ce type de circuit intégré. Alors vous voyez ici à l'écran, donc voilà, c'est des petits circuits intégrés. Et ici, il y a 64 amplificateurs qui permettent de pouvoir amplifier les signaux mesurés directement sur les électrodes que vous voyez ici. Donc ça, c'est une illustration de ce que CEA est capable de faire, c'est-à-dire être capable de miniaturiser de l'électronique et de pouvoir embarquer cette électronique directement dans un implant pour proposer
proposer une application médicale et du coup répondre à des besoins aujourd'hui qui sont non adressés. Cette miniaturisation, elle peut aussi permettre peut-être de s'infiltrer davantage et de manière plus confortable dans le quotidien des patients. Tout à l'heure, on a vu une vidéo du patient Gertian. Peut-être qu'on peut voir une autre vidéo du même patient, mais dans un autre contexte. Alors oui, effectivement, quand on voit ce patient, on le voit ici dans un environnement quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de faire juste une preuve de concept dans un environnement, à l'hôpital, etc. C'est de pouvoir et de permettre de déployer cette technologie-là et qu'elle puisse être utilisée par les patients dans le cadre d'un usage au quotidien. Donc, par exemple, sur la vidéo que vous voyez ici, on voit le patient avec un déambulateur, avec un ordinateur dessus. Cet ordinateur est capable de capter et de décoder surtout l'activité électricérébrale pour lui permettre, on va dire, de contrôler le stimulateur lui permettant de contrôler le mouvement de sa jambe droite et de sa jambe gauche. Eh ben, c'est l'objectif de pouvoir amener et que cette solution puisse être utilisée à la maison. Et pour ça, ben, il va falloir miniaturiser l'ensemble, réduire la taille de l'électronique. Cet ordinateur est encore un peu encombrant. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le cadre de projets européens, en particulier grâce aux équipes du CEA. On va travailler sur le fait d'embarquer directement ces algorithmes d'intelligence artificielle qui décodent les intentions de mouvement, les embarquer directement dans des circuits intégrés. Donc des circuits de la même taille que ce que vous voyez ici, donc c'est tout petit, et directement passer de l'ordinateur à ce circuit intégré. Et pourquoi pas, voilà, une petite casquette. Alors pourquoi la casquette, hein? La casquette, c'est un objet du quotidien. Et ben l'objectif, c'est que justement ces patients puissent porter ça dans le cadre de leur usage quotidien directement pour qu'ils puissent faire fonctionner en fait cette interface sans machine. Cette casquette intègre tout simplement une antenne qu'on peut voir ici, une petite électronique qui est là, et cette antenne permet tout simplement de pouvoir alimenter les implants. Les implants sont téléalimentés et ensuite de récupérer les informations. Et ce qu'on est en train de faire et ce qu'on espère développer, c'est pouvoir avoir ce fameux circuit intégré qui embarque les algorithmes d'IA, l'avoir directement dans cette petit boîtier électronique qui est ici, pour arriver à décoder directement les signaux en temps réel, les intentions de mouvement, et permettre d'utiliser cette interface sur machine dans le cadre quotidien. Et ça, c'est bien sûr notre objectif, parce qu'on veut pas s'arrêter à une simple démonstration clinique. On veut que nos technologies puissent être utilisées par un grand nombre de patients. Et à quel point on est plus ou moins proche de cette réalité-là, et peut-être aussi d'une industrialisation de ces dispositifs? Alors c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui on y travaille, même si on a fait de belles démonstrations, il reste encore plusieurs années avant d'arriver à déployer ce type de technologie, puisque je disais, hein, il y a encore des développements en cours, mais également l'objectif c'est que cette technologie puisse être transférée auprès d'industriels, parce que c'est les industriels qui vont pouvoir déployer à grande échelle cette technologie. C'est ce qu'on a commencé à faire, puisqu'on a transféré cette technologie auprès de la société Onboard Medical, qui va ensuite permettre de développer le futur produit qui va être utilisé en particulier dans le cadre d'une application spécifique d'interface cerveau-moelle-épinière. Et c'est Onboard Medical qui va prendre le relais, on l'espère, sur le déploiement de cette technologie. Alors maintenant qu'on a eu toute cette discussion et qu'on a vu quand même déjà tout ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir, qu'est-ce qui, par exemple, Philippe, toi, te motive le plus pour la suite? Ben, moi, ce qui me motive le plus, c'est finalement d'avoir un impact sociétal in fine, clinique, pour ces patients qui sont en situation, en tout cas, pas d'échec, mais pas d'échec thérapeutique, mais de voie sans issue d'une certaine façon, pas de perspective à offrir pour une meilleure réhabilitation motrice. Donc on met tout en œuvre de ce point de vue-là, et notamment avec aussi des algorithmes d'intelligence artificielle dont on n'a pas parlé abondamment, mais pour fournir finalement des solutions, on va dire, presque de médecine personnalisée en tout cas, à façon qui puisse permettre de faire un bond en avant et d'offrir une nouvelle stratégie pour recouvrer l'usage des membres. Et toi, Guillaume? Il y a encore, comme je disais, beaucoup de choses à adresser. Je parlais tout à l'heure de miniaturisation, mais également, et tu parlais d'algorithmes d'intelligence artificielle. Mais là, il y a encore un enjeu, c'est avoir et développer des algorithmes qui soient les plus stables possibles dans le temps et avec la latence la plus faible. Et quand je dis stable, pourquoi? Parce que derrière, quand on va créer un algorithme, l'idée et un modèle de décodage, l'idée c'est que ce modèle soit le plus stable et donc utilisé par les patients pendant plusieurs mois. D'accord.
Voilà, ça c'est un point qui est très important, sans que derrière il y ait une action extérieure. Et donc là, on travaille sur le développement de stratégies permettant de pouvoir avoir des modèles qui soient les suffisamment fiables et qui s'adaptent automatiquement dans le temps à l'activité cérébrale qui effectivement évolue. Alors, pour expliquer un peu de manière un peu plus détaillée en fait comment fonctionnent ces algorithmes, en fait, l'objectif c'est sur ces algorithmes-là, c'est on vient créer un modèle qui permet de faire l'association entre le signal cérébral et une intention de mouvement. Et pour ça, en fait, on va créer un modèle on appelle ça de manière supervisée. C'est-à-dire qu'on va demander au patient de réaliser une tâche, par exemple, je lève ma jambe droite, je lève ma jambe gauche, on enregistre en parallèle le signal, et derrière, des algorithmes qui viennent chercher en fait des informations, une information temporelle, spatiale et fréquentielle, et c'est cette information-là qui est extraite et qui correspond à ce fameux modèle. En fait, contrairement à ce qui se fait souvent dans le domaine de l'IA, où on a besoin de grandes quantités d'informations, ici, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à créer ce modèle de manière qui doit être stable, précis et robuste dans le temps, avec très peu d'informations, puisque cette information-là, c'est du temps du patient. Alors, je donne un exemple assez simple et concret. Par exemple, pour le patient Gersian, à peine 2 jours après sa chirurgie, il a utilisé pour la première fois son interface sans machine, et en à peine 5 minutes, on a pu créer un modèle de décodage, de contrôle du mouvement des jambes droite et jambe gauche. Donc, il était capable de contrôler, dans un premier temps, c'est un avatar sur un écran d'ordinateur, puis après quelques semaines après, c'était directement le mouvement de ses jambes par l'interface avec le stimulateur. Mais grâce à 5 minutes, en 5 minutes, on a pu créer ce modèle de décodage grâce à ces algorithmes innovants, plus de 25 brevets déposés sur ces algorithmes-là, qui permettent de faire donc des modèles qui sont ensuite et qui ont été utilisés par ces patients-là pendant plusieurs mois sans avoir besoin de les mettre à jour. Et donc ça, c'est une innovation, c'est aussi un deuxième point d'innovation, ce n'est pas que de l'électronique, ce n'est pas que des implants, mais également c'est une innovation au niveau de l'IA qui a été développée au CEA. Oui, alors, oui, moi, je voulais rebondir aussi là-dessus par rapport à l'intelligence artificielle, puisque sur la partie IRM, on a aussi toute une activité de développement de modèles, de décodage de cette activité pendant que le sujet réalise des tâches. Donc là aussi, on est sur un contexte supervisé. Mais là où on veut aller, c'est bien sûr au-delà du simple, je dirais, décodage euh, bilatéral, intention de mouvement moteur gauche ou droite, etc. On veut pouvoir aussi, je dirais, par exemple, être capable de décoder l'intensité d'une action motrice, d'une force, de préhension d'une manette, par exemple, ou de la durée d'un appui sur une pédale dans l'IRM. Donc, on veut pouvoir identifier non seulement des variables binaires, mais aussi des variables continues d'une certaine façon. Et pour ça, on va construire des modèles déjà à l'échelle de chaque individu, qui soit le plus fiable dans un temps d'examen très limité, hein, puisque en fait la partie d'imagerie fonctionnelle qu'on va faire, elle couvre 40 minutes seulement, donc c'est peu de temps. Et notre objectif, ça va être qu'il soit aussi le plus robuste possible, et in fine, de voir si on peut construire des sortes de métamodèles qui deviennent valides à travers les individus, à travers l'ensemble des patients d'une certaine façon. Et pour faire ça, il y a pas mal de challenges à relever, notamment la mise en correspondance de cerveaux lésés de façon différente. Donc ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on va s'atteler aussi avec les collègues, notamment de mon équipe au sein de l'INRIA, donc, puisque Mind, c'est une équipe à la fois du CEA, mais aussi de l'INRIA, et c'est important ici de combiner les expertises. En modélisation, l'INRIA a aussi des très grosses expertises qui viennent compléter le savoir-faire du CEA en neuroimagerie. Et du coup, in fine, on pourrait espérer avoir cette espèce de métamodèle qui puisse ensuite s'appliquer à d'autres patients qu'on n'aurait pas vus de façon presque non supervisée. Et à la lumière d'un chat GPT disponible, je dirais, pour la population, on pourrait éventuellement imaginer mettre à disposition voilà, les poids du modèle pour que ça s'applique à de nouveaux patients. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin? Eh ben, je nous souhaite beaucoup de succès. Voilà. Oui. Eh ben, Guillaume? Oui, alors moi ce que je voulais aussi rajouter, c'est que aujourd'hui on a parlé de tout ça, mais tout ça n'aurait pas été possible sans une équipe multidisciplinaire composée vraiment d'ingénieurs dans différents domaines. On parlait d'électronique, on parlait de
de mathématiques, de traitement du signal, de packaging, etc. Mais également des biologistes qui ont permis de valider toutes ces technologies, jusqu'aux cliniciens. On en a parlé, hein, il y a beaucoup de cliniciens qui ont été impliqués sur le projet, que ce soit des neurochirurgiens, des neurologues, des neuroradiologues, des médecins de rééducation, des MPR. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on a une très belle équipe qui rassemble différentes disciplines. Et sans cette équipe-là, on ne pourrait pas réaliser ce type de projet très pluridisciplinaire et au service des patients. Ça, c'est le plus important, parce qu'on essaie de répondre à des besoins concrets, et c'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit à Neurospin et à Clinatech, pouvoir répondre à des besoins concrets des patients. Oui, je crois que c'est une jolie collaboration, déjà à l'intérieur du CEA, mais qui va bien au-delà du CEA, en fait, et qui fait le pont entre la recherche fondamentale, appliquée, technologique, mais aussi avec un fort impact clinique et sociétal. Et donc, on est bien dans les missions du CEA également, la recherche au service de la société. Une recherche très collective aussi. Voilà. Donc, c'est très chouette. Merci beaucoup pour cet échange absolument passionnant. Merci à vous qui venez de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à réagir à ce que vous venez de voir. Pour continuer à découvrir nos émissions et nos tables rondes, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube du CEA. Et on vous dit à très bientôt pour de prochains sujets. Merci. J'ai du mal à t'arrêter parfois, mais...